Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui et tout au long du week-end. Nous vivrons ensemble la visite historique du pape Léon XIV en Principauté. Et à J-2, nous ouvrirons justement ce journal avec les dernières informations à connaître. Le gouvernement a tenu une conférence de presse cet après-midi, résumée dès le début de ce journal. Mais qui est donc le pape Léon XIV? Quelles sont ses fonctions? Comment analyser ce voyage apostolique? Pour Michael Kor, correspondant permanent du journal La Croix au Vatican, tout est affaire de politique. C'est en tout cas ce qu'il défend dans son dernier livre à paraître le 15 avril. Le journaliste sera notre invité ce soir. Il rêve de devenir lieutenant de magistrature ou d'intégrer le barreau de Monaco. Les futurs juristes de la Principauté sont ambitieux, mais pour le prouver, ils doivent d'abord passer par d'intenses mois de préparation au concours et examens. Nous les avons suivis. Et puis nous finirons sur une note plus légère. Eux aussi sont ambitieux et talentueux. Les jeunes élèves des académies et conservatoires de Monaco et de la région ont fait leur concert hier. C'était la carte blanche au conservatoire. Nos mélomanes ne l'ont pas manqué. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images. Le centre hospitalier Princesse Grace a inauguré un nouvel espace ce matin, en présence, vous le voyez, du couple princier. Il s'agit d'une unité parents-enfants qui offre un accueil spécifique afin de ne pas séparer les parents de leur nouveau-né, même lorsque des soins médicaux sont nécessaires. Cela évite beaucoup de stress, comme on l'imagine. Cette unité comporte 4 chambres, conçues comme à la maison, pour recréer une atmosphère apaisante et rassurante. Les parents peuvent être présents 24 heures sur 24, dormir sur place, se reposer, manger, prendre une douche, le tout avec une équipe aux petits soins, une unité dont la création a été rendue possible, notons-le, grâce au don de 3,5 millions d'euros du patron de l'AS Monaco, Dimitri Riboyovlev. J-2 avant la visite historique du pape Léon XIV en Principauté, un moment que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info, mais aussi et surtout en personne, si vous avez eu la chance d'obtenir des places. À moins de 48 heures de cet événement historique, le gouvernement princier a convié la presse cet après-midi au ministère d'État pour un dernier point logistique et sécurité. Tous les détails avec Fabien Bonilla et Thomas Deus pour les images. Le ministre d'État est accompagné de son ministre de l'Intérieur et de son ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Ce dernier point presse a permis de rappeler les grandes lignes concernant les modalités et l'aspect pratique de cette visite hautement symbolique et historique. Je crois qu'une telle visite a une double importance. D'abord une importance spirituelle, c'est une visite apostolique, mais une visite également pastorale aux fidèles de la Principauté de Monaco. Et ce sont ces valeurs qu'il est important de rappeler. Et puis une dimension de la visite d'un chef d'État qui vient en Principauté pour la première fois. Et cette double dimension, elle incarne une exigence très forte pour les services de l'État, du gouvernement monégasque, celle d'être à la hauteur de la dimension historique de cette visite. Les fidèles et visiteurs pourront vivre des moments forts autour du Saint-Père ce samedi. Ils pourront ainsi participer à la liesse populaire dans les rues de la Principauté, notamment sur le parcours de la Papamobile. Tous les visiteurs pourront suivre en Principauté l'intégralité des événements de cette journée, notamment les interventions du Saint-Père et la messe célébrée au Stade Louis II sur des écrans géants en ville. Pour venir et se déplacer en Principauté ce samedi, un seul mot d'ordre: privilégier les transports en commun. Une desserte ferroviaire renforcée de Monaco sera mise en place. Les TER circuleront tous les quarts d'heure entre Cannes et Menton et toutes les demi-heures entre Menton et Vintimille. Le réseau de bus de la région desservira normalement la Principauté avec certains arrêts modifiés. Ce jour-là, les autobus de Monaco seront gratuits. En revanche, en voiture, il faut privilégier l'entrée ouest de la Principauté côté jardin exotique. Lors de ce point presse, la sécurité a été mise en avant. Environ 1600 policiers et agents de sécurité seront déployés, sans oublier 320 postes de secours. Une sécurité autour de cet événement sans précédent. Nous aurons quasiment toutes les forces sur le terrain, aussi bien du côté de la sûreté publique que du côté des sapeurs-pompiers et des carabiniers. Et ça se traduit aussi par l'apport extérieur, aussi bien du côté police que du côté sapeurs-pompiers français, si bien que nous aurons un dispositif qui a rarement été atteint en Principauté. Même lorsqu'il y a eu des visites de présidents, et notamment le président de Chine il y a quelques années, nous n'avions pas atteint le même chiffre, ne serait-ce que parce qu'ici nous attendons énormément de monde dans la rue et qu'évidemment il va falloir gérer l'afflux de personnes sur la voie publique. Enfin, pour toute information sur le programme et les conseils pratiques, un site web dédié a été créé en 3 langues, français, anglais et italien. Il suffit de se rendre sur le www.papemonaco2026.
Intéressons-nous de plus près au Saint-Père. Je vous propose de revenir un petit peu en arrière. Le 8 mai 2025, date de son élection, 18 jours après le décès de son prédécesseur, le pape François. L'élection d'un pape est un moment rare dans l'Église catholique, un moment aussi secret mais décisif que notre prochain invité a choisi de décrypter dans son livre Géopolitique d'un conclave. Bonsoir Mickaël Kor. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Monaco Info. Vous êtes journaliste à La Croix, correspondant permanent à Rome, au Vatican. Avant sa venue exceptionnelle à Monaco ce samedi, revenons sur la symbolique de l'élection du Saint-Père. Première question, simple, qui est Léon XIV ? Alors, Léon XIV, c'est un pape que l'on commence à connaître simplement puisqu'il est là que depuis quelques mois. Alors, quand un nouveau pape arrive au pouvoir, c'est vraiment l'exact inverse d'un exécutif dans un pays normal, puisque quand un gouvernement arrive au pouvoir, généralement, la première chose qu'il fait, c'est montrer la différence de gouvernement par rapport à tout ce qui a précédé, tandis qu'un pape, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que même si on sent déjà des inflexions dans le style, peut-être dans certaines priorités, ainsi que concernant Léon XIV, une vraie attention notamment à l'unité, eh bien, en tout cas, il y a vraiment un sens de la continuité dans cette institution. Et évidemment, notamment là, Léon XIV n'a de cesse que de faire référence au grand texte du pape François et à son action qu'il qualifie souvent de prophétique. Dans votre livre, vous décrivez le conclave, moment durant lequel les cardinaux se réunissent à huis clos pour élire le pape, de François à Léon, comme un moment politique. En quoi, d'après vous, on ne parle pas ici uniquement de religion ? Expliquez-nous cette mécanique. Ben, en fait, l'idée de ce livre, Géopolitique d'un conclave, c'est pas une idée qui est née justement d'un propos politique. D'abord, j'ai voulu vraiment essayer d'être le plus intègre possible dans le récit minutieux que j'ai tenté de faire de ces 18 jours entre la mort de François et l'élection de Léon XIV. Et en re-racontant, en allant rechercher un petit peu tout ce qui avait été écrit, toutes les homélies, en relisant mes notes, je me suis aperçu qu'il y avait une forte dimension politique. Alors d'abord, il y a la dimension politique de facto, c'est-à-dire que le monde entier vient place Saint-Pierre pour les funérailles de François, puis ensuite une seconde fois pour la messe d'installation de Léon XIV quelques jours après eh bien, son élection. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait effectivement une forme d'intersection entre le religieux et le politique, tout simplement déjà parce que le mode de sélection politique, puisque c'est quand même de la politique au sens le plus strict possible, c'est une élection, c'est-à-dire que c'est des gens qui se réunissent et puis qui votent pour quelqu'un, donc c'est de facto de la politique. Mais les personnes qui venaient, les cardinaux, c'est des gens qui viennent du monde entier. Alors il y a des sensibilités ecclésiales, certains vont être plus classiques, d'autres plus progressistes, ça souvent on transforme ça un petit peu entre la droite de l'église, la gauche de l'église, mais il y a des choses qui à mon avis sont beaucoup plus significatives, comme le fait de venir d'un pays en guerre, le fait de venir des États-Unis au moment où Trump est en train de recomposer le monde. Voilà, il y avait des choses comme ça qui se jouaient, qui s'invitaient dans le conclave, et c'est ce que j'ai voulu raconter, parce que pour moi, ce qui fait l'intersection entre le politique et le religieux, eh bien c'est tout simplement les discours, les récits, la manière dont on parle des choses et du monde. Et on voit bien, puisque l'on parle des États-Unis et que c'est de là que vient le pape, eh bien que le mélange dans les discours entre le politique et le religieux, c'est pas d'abord dans mon livre qu'il est, c'est pas une vue de l'esprit, c'est d'abord à la Maison Blanche qu'il se passe. Alors à partir de ce portrait, de quel œil voyez-vous les voyages apostoliques des papes, et en l'occurrence celui de Léon XIV à Monaco, de la même manière que François à Marseille ? Quel est le sens de ces visites d'après vous ? C'est un prêche plus que religieux, ou on est vraiment sorti de cette rhétorique-là ? Est-ce qu'on peut se contenter de religieux dans ce cadre-là ? Alors déjà, les voyages des papes, c'est pas du tout un ajout. C'est pas du tout le pape en fait est pape à Rome et puis quand il voyage, eh bien c'est une manière d'être, c'est un petit à côté. C'est pas du tout de la villégiature. C'est-à-dire que depuis les années 60 et depuis que Paul VI fait des voyages apostoliques, voyager c'est une manière d'être pape. Et celui qui a vraiment institué ça ou en tout cas fait passer ça à l'échelle, c'est Jean-Paul II avec 104 voyages apostoliques. Donc, depuis que le pape, à l'époque contemporaine, eh bien, ne règne plus sur les États pontificaux, sa manière d'être pape, c'est aussi de prendre la parole, d'être relayé médiatiquement, etc. Donc, le voyage du pape, c'est déjà un moment d'exposition importante. En tant que journaliste, vaticaniste, on fait partie du voyage et donc on relaie cette parole-là. Et c'est une manière pour le pape de montrer que non seulement il s'adresse au monde, mais aussi qu'il parle dans le monde. Donc le sens du voyage à Monaco, eh bien je ne vais pas vous le livrer là parce que c'est l'une des grandes questions que j'ai. Pourquoi le pape vient à Monaco ? J'ai évidemment plein
d'hypothèses, mais à mon avis, vous les avez listées. Alors, il y a évidemment de la question de l'écologie qui intéresse aussi le prince. Il y a la question de la bioéthique qui est particulière sur le Rocher et puis qui pourrait faire résonance avec la situation en France. Mais en fait, la seule personne qui a la clé de tout ça aujourd'hui, c'est Léon XIV. Et on verra à la fin de ce voyage, eh bien, quel en aura été le sens. En tout cas, ce qui est factuel, c'est que ça va être un moment d'exposition médiatique. Et donc, ça va être un moment de grande exposition de la parole de Léon XIV. Donc, c'est un moment aussi où il va se découvrir. D'autant que Monaco, qui va être son premier déplacement en Europe, eh bien, ouvre une séquence de voyages qui va se poursuivre ensuite en Afrique, dans différents pays avec des réalités extrêmement différentes, de l'Algérie au Cameroun, en passant par l'Angola et la Guinée équatoriale, et puis ensuite l'Espagne, et puis il y en a d'autres, évidemment en Italie aussi, plusieurs déplacements en Italie, et puis on nous en annonce sans doute l'Amérique latine pour l'automne. Merci beaucoup, Mickaël Kor, d'avoir répondu à nos questions et nous avoir livré votre analyse sur ce voyage exceptionnel du pape Léon XIV ce week-end à Monaco. On pourra vous croiser à Monaco samedi ? Oui, j'espère. Vous êtes donc, je le rappelle, correspondant à Rome pour la Croix et auteur du livre Géopolitique d'un conclave, élire un pape quand les empires reviennent. C'est à paraître le 15 avril aux éditions Bayard Récit. Merci à vous et à ce week-end. Merci beaucoup. 55e rendez-vous des adhérents pour le Monaco Economic Board, la chambre de commerce de Monaco, chargée du développement et de la promotion des entreprises monégasques. Hier après-midi, elle a tenu son assemblée générale. Fabien Bonilla, Arnaud Imbert et Clélia Renaud ont suivi les échanges. Voici leur compte-rendu. 638, c'est le nombre d'adhérents du MEB en 2025. Eh bien, son bureau s'est réuni ce mercredi pour son assemblée générale ordinaire. Le board est composé à la fois d'entreprises, d'organismes professionnels et de représentants de l'État. Parmi les différents points à l'ordre du jour, le recentrage du MEB sur sa mission de chambre de commerce. Le secteur de l'attractivité a été mis sous la conduite de Madame Ludmila Rakhna-Logov. Nous avons discuté avec elle. Elle va s'occuper plus particulièrement de proposer de représenter Monaco à l'étranger pour chercher à faire revenir des investisseurs. Et nous allons recentrer nos efforts sur un effort de chambre de commerce, c'est-à-dire encore plus de travail, plus d'accompagnement pour nos entreprises afin qu'elles soient de plus en plus performantes. Lors de cette assemblée générale ordinaire, le bilan de l'année écoulée a été présenté ainsi que les projets en 2026. Le bilan est absolument excellent dans la mesure où de plus en plus les entreprises de Monaco se diversifient, sont dynamiques, s'ouvrent des marchés, communiquent entre elles et sont surtout extrêmement résilientes. En des périodes où les guerres éclatent dans un endroit, dans un autre, finissent, puis recommencent, on a des entreprises de Monaco qui sont d'une agilité absolument incroyable. Alors, 2026, ça sera surtout l'année de la Chine puisque on va faire une opération à Shanghai. On évalue aussi les possibilités d'aller à Macao. Ça, c'est vraiment une grande année. Mais en revanche, quand même, le MEB, en tant qu'association monégasque, garde une certaine prudence et une certaine neutralité. Donc, en dehors de la Chine, nous allons surtout nous recentrer sur l'Europe. Nous avons au programme le Monténégro. Puis il y aura aussi probablement le Royaume-Uni. En revanche, une échappée chinoise qui va être un petit peu la carte maîtresse de cette année 2026. À l'issue de cette assemblée générale, les membres du Monaco Economic Board se sont retrouvés dans la salle atlantique du Méridien Beach Plaza pour le 56e rendez-vous des adhérents. De l'économie à la justice. Avant de tenter leur chance au concours de lieutenant de magistrature ou à l'examen d'entrée au barreau, les futurs juristes de la principauté passent par une préparation intensive. Pendant plusieurs mois, ils doivent s'entraîner pour se familiariser avec les exigences du droit monégasque et des épreuves. Une équipe de Monaco Info a pu assister à l'un de ces stages d'entraînement très particuliers au Théâtre des Muses. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. La relève de la justice se prépare en amont à l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Des juristes suivent plusieurs mois d'entraînement intensif pour affronter le concours de la magistrature et l'examen d'entrée au barreau. Cours de droit monégasque, cas pratiques et simulation d'oraux rythment cette préparation destinée à former les futurs magistrats et avocats de la principauté. Nous, Institut de formation du Palais de Justice, on prépare les jeunes monégasques qui veulent devenir avocats ou magistrats à passer l'examen du barreau d'une part et le concours de la magistrature d'autre part. Et l'examen du barreau et le concours de la magistrature comportent des épreuves orales. Donc pour préparer les candidats à passer ces épreuves orales, on leur fait faire un stage de théâtre ici en partenariat avec le Théâtre des Muses qui leur permet dans un premier temps d'être un petit peu plus à l'aise avec la prise de parole à l'oral, la gestion du stress, le travail de la voix, la posture,
surtout des choses qui leur seront utiles après pour répondre au jury d'examen. Un entraînement intensif qui leur permet d'aborder avec plus de confiance le concours. Durant ce stage, l'improvisation est essentielle. Les candidats doivent réagir rapidement, structurer leurs idées et convaincre en quelques minutes, comme devant un tribunal. Lorsqu'on fait de l'impro, on travaille des compétences qui sont très intéressantes d'un point de vue transversal. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour la scène, c'est également dans la vie de tous les jours. C'est déjà d'être réactif, d'être à l'écoute, parce qu'on va essayer de rebondir sur ce que l'autre dit. Donc si on ne l'écoute pas, finalement, on n'a pas de biscuit. On ne sait pas sur quoi rebondir. Donc travailler l'écoute, entendre l'autre et ne pas penser uniquement à ses propres arguments pour dérouler son discours, voilà, c'est très intéressant et c'est à ça que les exercices en impro nous entraînent. Un passage souvent décisif pour ces juristes qui espèrent bientôt rejoindre les rangs de la justice monégasque. Une étape exigeante mais essentielle pour préparer la prochaine génération d'avocats et de magistrats de la principauté. Merci. En tennis, Hugo Nice fonce en quart de finale du Masters 1000 de Miami. Avec Édouard Roger-Masselin, ils ont montré force et vigueur hier soir en dominant la paire Oberleitner-Kravitz 6-2, 6-4. Pour décrocher leur billet en demi-finale du double, il leur faudra maintenant faire de même au prochain tour aujourd'hui face aux têtes de série numéro 1 du tournoi, Marcel Granollers et Horacio Ceballos. On leur souhaite bon courage. Cet été, la Principauté vibrera une nouvelle fois au rythme du Monte Carlo Summer Festival. Organisé par la Société des Bains de Mer, cet événement s'impose chaque année comme l'un des rendez-vous musicaux phares de la saison, avec des concerts d'artistes internationaux dans le cadre majestueux de la Salle des Étoiles du Sporting Monte Carlo. Une programmation éclectique et toujours la même promesse du spectacle et du glamour. Alors, qui sera à l'affiche cette année? Écoutez tous les détails du directeur artistique du festival, Alfonso Ciula, au micro de Christinda Petit-Homel. Il y a John Legend, il y a Lisa Stanfield, il y a John Baptiste aussi, dans un sens, qui est une vraie... Après, il y a Sébastien Tellier qui est à Garnier avec Vanessa Paradis. On est un petit peu dans l'audace, mais je trouve que c'est bien de sortir de temps en temps de sa zone de confort, surtout quand on parle d'art, surtout quand on parle de musique. S'asseoir sur du déjà vu n'est pas très bénéfique pour tout le monde, pour nous et pour le public surtout. Donc cette année, c'est un choix délibéré d'aller sur des terrains peut-être moins connus, moins faciles, mais comme je le disais, d'avoir plus de la moitié des artistes qui ne sont jamais venus, je pense que c'est une prise de risque qui, je pense, somme toute, sera mesurée, parce que je connais la qualité des groupes que nous avons choisi et donc je connais la réaction du public. Alors Aya Nakamura, vous cherchez un public plus large peut-être? Alors c'est marrant, hein, tout le monde me parle d'Aya Nakamura. Ça fait partie un petit peu des choses différentes et nouvelles, mais il faut savoir qu'Aya Nakamura, elle attire aussi un autre public que le public jeune. Et puis les jeunes vont demander aux parents de venir ici, donc on s'y retrouvera. Ils vont dire « Venez, je vous amène voir une artiste ». Et encore une fois, on va au-delà de la musique avec Aya Nakamura. C'est devenu vraiment un phénomène pop culture, indéniablement, qu'on aime, qu'on n'aime pas. C'est quelqu'un, et ce n'est pas un hasard si les JO l'ont utilisé comme emblème, en sachant, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, que c'est l'artiste française la plus streamée au monde, donc qui séduit typiquement toutes les nationalités. C'est ce qui nous intéresse, puisque c'est un moment où nous avons beaucoup de touristes ici dans notre resort. Dans la série du Printemps des Arts, ça fait partie de la tradition. Chaque année, une journée est consacrée aux jeunes élèves pour être précis. Ils viennent des écoles de musique, académies et conservatoires de Monaco et de la région et donnent un grand concert. C'est la carte blanche au conservatoire. José Sacré et Julien Logy y ont assisté au Théâtre des Variétés hier soir. Jeune accordéoniste et compositeur éclectique, Noé Clair joue avec différents ensembles classiques et de jazz, collabore avec des compagnies de danse, d'opéra et de théâtre. Il était mercredi 25 mars au Théâtre des Variétés, le parrain de la carte blanche au conservatoire proposée par le Printemps des Arts de Monte-Carlo.
L'accordéon, c'est vrai que pendant très longtemps a eu cette image un peu poussiéreuse, entre guillemets, ou en tout cas on l'associait à certains styles de musique. Et ça a beaucoup évolué. C'est un instrument qui a traversé les 5 continents. Et donc, par exemple, dans le monde de la musique écrite, les compositeurs s'en sont emparés parce qu'il se mélange très bien avec l'électronique. Et donc, on le retrouve notamment dans la musique contemporaine, entre autres. Les académies de musique, les conservatoires, sont-ils des écoles de futurs musiciens professionnels ou sont-ils destinés à donner aux jeunes le goût de la musique ? C'est important d'avoir des musiciens professionnels, des artistes professionnels, mais c'est aussi important que le maximum de monde possible puisse avoir ce goût de la musique, cette capacité à l'écouter, à l'analyser, à la comprendre, à l'apprécier, quelle que soit la forme. Et je pense que, quel que soit le domaine de métier, par exemple dans la culture ou en tant que public, c'est important d'avoir ce goût-là et cette éducation-là. Toujours en quête d'aventures musicales nouvelles, Noé Clair était le parrain idéal de ce concert donné par les élèves les plus talentueux des conservatoires et académies de musique de Monaco et de la région. Le sujet qui va suivre ressemble à une course d'orientation. Quand ils ne sont pas musiciens, comment aider les jeunes à choisir leur avenir dans un monde professionnel en constante évolution ? À l'École internationale de Monaco, les élèves participaient ce matin à la journée des métiers, le Careers Day. Une immersion concrète pour découvrir des parcours singuliers, poser des questions et peut-être trouver sa voie. Léa Dutrouille et Jean-Alexandre Dordet étaient sur place. Ce matin, les élèves de l'École internationale de Monaco ont participé à la traditionnelle journée des métiers avec pour objectif de découvrir, comprendre et peut-être trouver leur voie. Après un discours inspirant de l'ancien pilote de Formule 1 David Coulthard, place aux échanges. Pendant la pause, professionnels et élèves se rencontrent, discutent et partagent leur expérience avec parfois des anciens de l'établissement. Je dirais de commencer le plus tôt possible, de travailler à sa propre discipline, de finir les choses qu'on commence, de faire ce qu'on dit, de ne pas trop procrastiner et de commencer, de demander aux parents qu'est-ce qu'ils font, de s'intéresser à l'économie de différents business et d'être curieux. Je pense que c'est très important pour tous les professionnels de chaque métier dans le monde de retourner ici à l'école, et spécialement moi et Annabelle qui ont allé ici à l'école et redonner un petit peu de l'expérience qu'on a pris dans les années. Je pense que c'est très important d'essayer d'inspirer chaque étudiant, avoir un petit peu notre histoire dans le monde professionnel, moi du théâtre et du film. Et de voir aussi les étudiants, et de voir un petit peu où ils sont dans la vie, de lui faire des questions et oui, d'essayer de les inspirer. Les élèves assistent ensuite à des présentations en petits groupes, un format plus intime pour éveiller la curiosité et mieux comprendre les réalités du terrain en constante évolution. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour tous les étudiants. Ça nous amène des perspectives diverses et peut-être peuvent nous montrer des carrières diverses. Je pense aussi que ça nous donne beaucoup d'inspiration et ça nous fait vraiment voir le progrès de chaque carrière et ça nous montre que pas toutes les carrières sont si faciles comme on pense. On ne sait jamais ce qui peut s'arriver maintenant dans le monde et je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut pour notre futur et après aussi comprendre comment on peut y arriver. Pour ces jeunes, cette journée est une opportunité concrète, poser des questions, déconstruire les idées reçues, mais surtout se projeter, car il n'est jamais trop tôt pour penser à son avenir. Hier à Monaco, la culture italienne était une nouvelle fois à l'honneur. La principauté a en effet inauguré une série de célébrations en hommage à l'un des plus grands poètes de tous les temps, Dante Alighieri. Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert se sont rendus aux Terrasses du Soleil pour découvrir cet événement. Regardez. Sur les Terrasses du Soleil, les festivités du Dante Di 2026 ont été célébrées ce mercredi 25 mars. Au programme lecture, conférences et rencontres culturelles pour célébrer Dante Alighieri, auteur de la célèbre Divine Comédie et père de la langue italienne moderne.
Dante Alighieri, il a commencé à écrire la Divina Commedia le 25 mars. Dans tout le monde, tous les comités de l'association Dante Alighieri vont célébrer notre grand poète, dirais la personne qui a porté la langue italienne en Italie et qui a diffusé la culture et qui est un symbole de notre culture et de la langue italienne. Et je pense que Dante il peut vraiment donner des valeurs. À lire l'œuvre de Dante, on peut vraiment avoir des valeurs très importantes pour la vie qu'on va avoir dans le monde aujourd'hui aussi. Organisée chaque année à la date du 25 mars, cette journée rappelait symboliquement le début du voyage de Dante à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, un périple littéraire devenu emblématique de la culture européenne. Il a pris en considération l'allocution si, oui, en français, et il a divisé les langages comme ça. Donc la France, c'est le bel pays où le oui sonne. Et l'occitane, à l'époque, il y avait, on parle de 1300, il existait l'occitane et la langue occitane. Donc la langue où le hoc sonne. Hoc, c'était la formule pour dire oui en occitane. Donc c'est très très important et moi je le mis en mémoire, Dante, avec un des chants que j'ai préféré, le canto 33esimo, le 33e de l'Infer. Donc il est arrivé jusqu'au bas, des turpitudes, des âmes, des damnés, et après, avec le 34e, on passe au purgatoire et après on arrive au paradis. Une journée qui était également l'occasion de rendre hommage à Saint Gabriel, dont la fête était célébrée le même jour, rappelant ainsi les traditions italiennes qui continuent d'animer la vie culturelle de la principauté. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous retrouverez Léa Dutrouille pour vos prévisions météo de demain. On se quitte comme chaque soir en images avec cette fois la suite des préparatifs de la visite du pape capturée par nos photographes. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Bonsoir, c'est une très belle journée qui s'annonce en perspective avec du soleil du matin au soir. Attention quand même au réveil, il fera froid, seulement 2 degrés avec un ressenti proche de 0 à cause du vent. Dans l'après-midi, cela se réchauffera doucement jusqu'à 14 degrés, ressenti 17 sous l'effet du soleil. Un temps sec, aucun risque de pluie et l'indice UV modéré gravitera autour de 4. En soirée, le ciel restera bien dégradé, avec 10 degrés au thermomètre, puis 7 degrés dans la nuit. Quelques rafales sont attendues entre 25 et 30 km/h, mais rien de comparable aux jours précédents. Enfin, côté éphéméride, vous gagnerez encore 3 minutes d'ensoleillement. Et vous n'oublierez pas de souhaiter une très bonne fête à tous les Habibs. Je vous souhaite une très bonne soirée.